Bien, mes chers collègues, si vous le voulez bien, nous allons commencer l'audition de Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État aux personnes handicapées. Je remercie infiniment Madame la ministre d'être présente avec nous cet après-midi. Alors, les rangs sont un peu clairsemés, mais ils vont se remplir. Vous savez, il n'y avait pas de séance tout à l'heure, mais il y a beaucoup de groupes de travail en réunion pour l'instant. Donc, voilà, les gens nous rejoindront très vite. Mais nous avons quand même beaucoup de questions qui vont vous être posées. Et sans plus attendre, je vous passe la parole. Merci Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous. Oui, il y a peut-être la neige aussi qui ralentit, qui freine, parce que ça patine pas mal dehors. Donc écoutez, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous pour vous redonner justement les grandes lignes de la politique et réaffirmer que le handicap est la priorité du quinquennat. Réaffirmer aussi que cette politique est co-construite avec les départements, et nous aurons l'occasion d'y revenir. Et vous dire que, bien sûr, nous avons fait déjà énormément de choses en 2018. Et permettez-moi donc de prendre un petit peu de temps pour vous resituer l'ensemble des chantiers et des avancées que nous avons pu faire pour 2018 et vous présenter un petit peu nos propositions pour 2019. Tout d'abord, et je pense que c'est important de le rappeler, nous avons amélioré le pouvoir d'achat de nos concitoyens en situation de handicap avec l'augmentation de l'allocation adulte handicapé, donc à 860 € depuis le 1er novembre, qui passera à 900 € au 1er novembre 2019. Et rappeler que c'est un investissement, et un investissement vraiment souhaité auprès de ces concitoyens en situation de handicap, de près de 2 milliards, de plus de 2 milliards sur le quinquennat. Donc une allocation qui justement permet un revenu décent pour ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi parce que leur situation de handicap limite justement leur activité de travail, tout en sachant que bien sûr notre priorité aussi c'est de les accompagner dans leur projet de vie qu'ils souhaitent et notamment l'activité au travail. Vous redire aussi que nous avons beaucoup travaillé pour faciliter la scolarisation des élèves handicapés dans une école inclusive, bien sûr avec le ministre Jean-Michel Blanquer, que sur 2018, nous avons accéléré la transformation des contrats, de contrats aidés à contrats de professionnalisation, puisque nous avons des contrats AESH, donc professionnalisés au sein de l'éducation nationale, qui sont supérieurs en nombre par rapport aux contrats aidés sur l'année 2018-2019, qui est une avancée pour stabiliser les personnels, stabiliser les parcours, éviter ces ruptures d'accompagnement pour les élèves, qui sont vraiment un sujet majeur et pour les familles et pour les élèves. Donc nous sommes vraiment totalement vraiment actifs sur ce sujet-là. Et nous avons une grande concertation en cours 2018-2019, mais j'y reviendrai sur les projets 2019. Un troisième point, je pense, qui était très très important, c'était de pouvoir restaurer la dignité, dans leur pleine dignité, des personnes handicapées, avec le droit de vote inconditionnel pour tous, que le handicap ne soit plus une excuse pour justement retirer le droit de vote aux personnes majeures protégées sous tutelle. Et c'est une énorme avancée qui était attendue par les associations de personnes handicapées et les personnes elles-mêmes depuis plus de 30 ans, donc qui ont été d'ailleurs saluées par tous. Donc je sais que le projet de loi est en cours de navette entre l'Assemblée et le Sénat, mais c'est une très très grande avancée qui, j'espère, pourra justement être utilisée par les personnes elles-mêmes pour les européennes, mais en tout cas pour les municipales, ça, certainement. Nous travaillons activement avec les associations pour l'accompagnement et avec les services du ministère de l'Intérieur et de la Justice pour justement travailler sur l'accompagnement, notamment de toutes les professions de foi des différents électeurs. Ça sera très important qu'ils soient des gens faciles à lire, à comprendre pour que ce droit de vote puisse être vraiment respecté par tous, en pleine conscience de chacun. Donc c'était vraiment très attendu et le Conseil national consultatif des personnes handicapées est extrêmement favorable à vraiment saluer ce projet de loi et se tiendra vraiment prête avec les associations pour participer à l'exécution justement et la mise en œuvre de ce droit pour tous. Nous avons aussi bien sûr mis en œuvre, après avoir agi de façon concertée et de façon remarquable, je tiens à le signaler, sur la stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement, avec, et je salue vraiment la pugnacité de Claire Compagnon qui a porté une concertation au plus haut niveau pour justement déboucher sur une stratégie qui a fait consensus pour tout, une stratégie qui a mobilisé tous les ministères. C'est bien pour ça que nous parlons de stratégie et non pas de plan, parce que tous les ministères ont été sollicités pour participer financièrement, mais surtout pour s'engager, pour changer la donne, avec une mesure phare qui est celle de l'intervention précoce, et j'en parlerai plus longuement justement sur 2019, sur cette exécution de cette intervention précoce, avec un reste à charge zéro pour les familles, qui elle aussi est très attendue par les familles des enfants avec autisme et des troubles neurodéveloppementaux.
Donc, sur la stratégie, sur la durée de la stratégie, près de 400 millions d'euros pour vraiment que la France rattrape son retard, remettre de la recherche et de l'excellence dans la recherche au niveau des causes et de la prise en compte des besoins des enfants avec autisme. Donc, quelque chose qui était très attendu par l'ensemble des associations. Et je salue vraiment cette concertation qui a débouché sur une stratégie totalement consensuelle. Un très grand axe qui est le fil rouge vraiment de ma politique, c'est simplifier les démarches pour les personnes handicapées, avec donc un travail énorme suite au rapport d'Adrien Taquet et de Jean-François Serre sur Plus simple la vie, comment vraiment pouvoir faciliter, remettre de la confiance entre les personnes et les institutions et permettre ainsi la reconnaissance de droits à vie pour les personnes qui ont un handicap à 80% et dont malheureusement la situation ne va pas aller vers quelque chose de favorable. Donc ça représente énormément de personnes. C'est des droits à vie comme l'allocation adulte handicapé, bientôt la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, la carte mobilité inclusion et pour les enfants, des droits aussi de 0 à 20 ans qui seront enfin prononcés. Donc c'est là aussi quelque chose qui était très attendu par les personnes. Et sincèrement, c'est le premier gouvernement qui enfin remet de la confiance et arrête de surévaluer en permanence les personnes. Et donc, dites-le-nous une fois, c'est vraiment ça. Rétablissons la confiance, c'est très important. Soulageons les maisons départementales des personnes handicapées de renouvellement de dossiers à l'identique pour lesquels près de la moitié des demandes étaient renouvelées à l'identique. Et je vous rappelle que, par exemple, qu'un adulte pouvait refaire plus de 10 fois son dossier pour l'allocation adulte handicapé alors qu'il était avéré qu'il avait un handicap à 80% et que malheureusement la situation n'allait pas s'améliorer. C'est quelque chose qui va changer le quotidien des Français vraiment en situation de handicap, qui là aussi a été applaudi vraiment par les personnes et par le CNCPH. Donc simplifier les démarches, c'est vraiment ce qui doit pouvoir nous animer. Je voudrais aussi faire un focus sur quelque chose que l'on a mis en place en 2017, en 2018 et qui va se réitérer en 2019, c'est le duo D. Le duo D, on dit souvent l'inclusion commence par un duo. C'est quelque chose qui nous a permis en 2018 de faire plus de 8000 duos avec une implication et des associations et des entreprises vraiment exemplaires et que nous allons énormément amplifier pour 2019. Ça a débouché sur des stages, ça a débouché sur des CDI. Donc ce n'est pas une action vraiment de communication, c'est une vraie rencontre qui permet l'insertion professionnelle, qui permet cette acculturation entre un milieu professionnel de personnes valides et de personnes en situation de handicap qui donne du possible, qui donne aussi une émancipation possible pour les personnes qui se disent « oui, c'est possible pour moi ». Bien sûr, en filigrane, faciliter l'information des personnes handicapées, c'est l'objet de la modernisation des maisons départementales des personnes handicapées. C'est l'objet donc de leur faciliter maintenant des démarches administratives à vie, mais pas que. Nous avons aussi souhaité accélérer l'informatisation des maisons départementales des personnes handicapées. Je vous rappelle que c'est un système d'information commun à l'ensemble des 102 MDPH, avec trois éditeurs qui se mettent justement en ordre de marche pour pouvoir offrir un système d'information commun qui va nous permettre d'améliorer la connaissance vraiment de ce dont les personnes ont besoin, où sont les places disponibles dans les établissements médico-sociaux, comment faire la liaison avec les différents services de l'État, notamment Pôle emploi, la CAF, etc. Donc nous allons améliorer le service rendu aux personnes et le service d'information pour avoir une vraie politique nationale, pilotée, avec des statistiques dignes de ce nom, avec une connaissance de ce qui existe sur le territoire et de ce dont les personnes ont besoin. Donc c'est une vraie transformation numérique qui aura bien sûr un impact aussi en termes d'organisation des métiers et qui permettra de toute façon d'améliorer le fonctionnement des maisons départementales handicapées et donc les parcours possibles pour les personnes. Ouvrir des droits réels pour tous et donc ouvrir une accessibilité pour tous. Ça, c'est l'accessibilité numérique indispensable pour pouvoir avoir justement un accès avec l'implication bien sûr des différents sites les plus visités. Pour vous en citer quelques-uns, amélie.fr, lacaf.fr, l'URSSAF, les démarches simplifiées, éducation.gouv, et je ne les cite pas tous, mais qui vraiment nous travaillons pour cette accessibilité de ces sites pour toutes les personnes handicapées, quel que soit le handicap. Et aussi, nous travaillons aussi sur une évolution du logement, donc je fais la référence à la loi Elan, qui nous permet d'avoir une notion de logement évolutif. Je rappelle que l'ambition est intacte sur la visitabilité des appartements. Donc une personne handicapée, une personne à mobilité réduite n'est pas du tout assignée à résidence parce que les parties communes, salons et toilettes seront 100% accessibles. Donc ce mouvement
il n'y a aucune assignation à résidence. En revanche, 20% d'entre eux seront vraiment totalement accessibles et le reste sera évolutif. D'ici à fin 2018 et début 2019, et je vous en parlerai, nous avions un décret à sortir pour que aussi cette accessibilité soit une réalité pour un ensemble de logements, avec un abaissement de l'obligation d'ascenseur qui était avant au rez-de-chaussée, c'est-à-dire à partir du 4e étage, et qui donc maintenant va être abaissé au 3e étage sans aucune restriction. Donc c'est quelque chose qui a été aussi applaudi. Ça avait été annoncé par le Premier ministre en septembre. Ça y est, le décret a été validé au Conseil national consultatif des personnes handicapées à l'unanimité. Et donc nous allons pouvoir vraiment offrir beaucoup plus de logements accessibles et évolutifs à l'ensemble des Français, pas seulement les personnes à mobilité réduite, qui sont presque 800 000, mais aussi les personnes âgées, mais aussi les familles nombreuses avec poussettes. Donc nous sommes dans cette société accessible qui permet justement cette universalité de l'accessibilité et ce bien vivre et rester chez soi. Simplifier toujours aussi l'accès à l'emploi. Ça a été un gros chantier avec Muriel Pénicaud sur la simplification et l'automatisation de la déclaration d'obligation d'emploi des personnes handicapées. Donc je vous rappelle que dès 2020, cette obligation se fera à travers la déclaration sociale nominative des salariés. Donc la complexité n'est plus une excuse pour l'embauche des personnes handicapées puisque la déclaration se fera automatiquement. Nous voulons valoriser bien sûr l'emploi direct des personnes handicapées au sein d'une entreprise tout en préservant par déduction les achats responsables auprès des ESAT et des entreprises adaptées. Parallèlement, une rénovation aussi de cet outil très intéressant que sont les entreprises adaptées, avec une signature avec Muriel Pénicaud et l'Union nationale des entreprises adaptées sur un cap vers l'entreprise inclusive, avec une rénovation de ce vrai outil à l'insertion professionnelle que sont les entreprises adaptées, avec des possibilités de CDD tremplins qui vont permettre vraiment de former beaucoup mieux les personnes handicapées et de les accompagner vers l'emploi en entreprise dite classique. Donc on voit bien qu'on se sert de tous les outils possibles pour améliorer cet accès à l'emploi des travailleurs handicapés, avec un périmètre aussi d'obligation qui sera désormais apprécié au niveau de l'entreprise, ce qui permettra d'ouvrir un potentiel de 100 000 emplois aux personnes en situation de handicap, avec un focus sur l'apprentissage, car je vous rappelle que chaque centre de formation des apprentis aura un référent handicap et donc percevra une aide supplémentaire pour chaque apprenti en situation de handicap. Donc on voit bien qu'on essaie de faire une bonification des contrats d'apprentissage handicapés, c'est important. Et donc aussi avec un compte personnel de formation qui est majoré de 800 à 8 000 euros pour les personnes handicapées. Donc vraiment une volonté de faire de la politique de l'emploi une arme aussi pour la transformation managériale au sein des entreprises et en faire en même temps une notion de bonus et d'obligation, mais qui est une obligation de ne pas se priver de ses talents et de ses compétences qui arrivent sur le marché du travail. Et puis, enfin, construire des parcours innovants. C'est pour ça que j'ai souhaité, et d'ailleurs certains députés étaient avec moi, faire le tour d'Europe des bonnes pratiques qui existaient dans les différents pays pour voir comment accélérer cette société inclusive, comment pouvoir se servir de ce qui se passe en Europe, mais aussi au Canada, où nous sommes allés avec Jean-Michel Blanquer, voir comment cette école inclusive est déjà en action dans certains autres pays, quels sont les leviers possibles pour pouvoir accélérer ce processus de société inclusive et d'en faire, je dirais, un corpus européen qui nous permet d'avancer encore plus vite. Voilà, donc construire une Europe plus solidaire. Voilà un peu tout ce que nous avons fait sur 2018. Permettez-moi de brosser quelques projets sur 2019 pour vous montrer que nous accélérons cette dynamique de société inclusive. Tout d'abord sur l'école. Nous avons lancé avec Jean-Michel Blanquer une grande concertation qui est copilotée par nos 2 cabinets et qui vise vraiment à pouvoir accélérer la coopération entre le médico-social et l'école. Donc justement, comment faire que le médico-social se déplace, sort de les murs des établissements pour aller au service du parcours au sein des écoles, collèges et lycées, pour améliorer la qualité des parcours scolaires des élèves handicapés et en faire une vraie instance et enjeu de coopération. Nous travaillons aussi sur la dynamique des pôles d'inclusion à l'accompagnement scolaire, ces fameux PIAL, qui doivent nous aider à mieux gérer les ressources possibles pour accompagner les parcours, notamment les accompagnants, mais pas que aussi, travailler en coopération avec le médico-social. Donc on voit bien qu'on outille vraiment l'école pour mieux adapter les potentiels de parcours scolaires pour les élèves handicapés. Nous travaillons aussi sur l'accompagnement des enseignants avec la plateforme de ressources numériques qui a été présentée lors du colloque éducation inclusive européenne.
en novembre, avec des déclinaisons d'outils pour pouvoir répondre au mieux aux problématiques d'adaptation pédagogique, d'outillage pour les enseignants, pour mieux accueillir et scolariser les élèves handicapés, mais aussi avec toute la professionnalisation des accompagnants, l'organisation de leur travail et donc la montée en qualification de ces accompagnants au plus proche des parcours des élèves et des enfants dans tous les temps d'accompagnement nécessaires, aussi bien scolaire, périscolaire, temps des mercredis. Donc c'est vraiment une école qui doit être au service de la réussite de tous les élèves. Donc c'est un chantier qui a été permanent depuis le début de la mandature et qui va se prolonger sur tout le quinquennat pour vraiment faire de cette école encore l'école de tous, avec toutes ses différences. Nous travaillons bien sûr sur la deuxième phase de concertation pour l'emploi, puisque nous avons travaillé sur la simplification et l'automatisation. Maintenant, il nous faut repenser l'offre de services avec une vraie mise en réseau vraiment de tous les organismes qui concourent justement à cette offre de services, Pôle emploi, mais aussi les services publics de l'emploi spécialisés comme Cap Emploi Samet, mais aussi comme les centres de reconversion professionnelle, la GFIP, le FIPHP, donc les deux fonds, au service justement de cet accompagnement de parcours. Donc nous avons une grande concertation, toujours avec les organisations syndicales, patronales et les associations représentantes des personnes handicapées du CNCPH. Donc nous avons vraiment une co-construction. Donc l'idée, c'est vraiment d'accélérer la mobilisation territoriale. J'étais avec Muriel Pénicaud donc, dans un pôle emploi pour voir comment Pôle emploi se met en ordre de marche pour accompagner les personnes handicapées dans le Nord. Et c'était très intéressant parce qu'il y avait deux expérimentations, une en milieu urbain et une en milieu rural. Et on a bien vu que les conseillers Pôle emploi se mettaient en position de aller vers les personnes handicapées, même en milieu rural, pour aller les chercher ces talents qui sont démobilisés, qui sont démotivés, et mieux les accompagner à l'emploi et aussi dans l'emploi. Donc avec une vraie mise en cohérence de tous les acteurs, avec les instituts de travail social, les RTS qui étaient là, qui présentaient une vraie plateforme d'adaptation pour faire remonter en qualification certaines personnes handicapées. Donc on voit bien que tous les acteurs se mettent ensemble, se parlent ensemble, et c'est la force du handicap. C'est qu'ils font se parler tous les acteurs, aussi bien de droit commun que de droit spécialisé, pour pouvoir arriver à trouver des solutions, pour justement accompagner les personnes, améliorer leur niveau de qualification et bien sûr encourager les employeurs à beaucoup mieux intégrer le handicap dans leur stratégie globale. Là, nous avons à mettre en place les référents dans les entreprises de plus de 250 salariés. Nous avons vraiment un sujet de pacte social à remettre en route avec les entreprises, et elles étaient autour de la table aussi. C'est tout l'enjeu de cette offre-service qui nous faut rendre plus lisible et puis surtout plus opérationnel pour vraiment s'attaquer et que les entreprises ne se privent plus des compétences et des talents des personnes en situation de handicap. Bien sûr, toujours la stratégie autisme. Donc, je vous rappelle que l'architecture pour répondre aux parents et pour répondre à la prise en charge précoce donc, se base sur un maillage territorial qui va permettre la mise en place de plateformes qui, dès le premier niveau, avant même que le diagnostic soit posé, et j'insiste bien là-dessus, avant même que le diagnostic soit posé, va pouvoir proposer aux parents une prise en charge précoce sur des soins qui aujourd'hui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale et qui étaient au reste à charge pour les familles, comme l'ergothérapie, comme la psychomotricité, comme la psychologue, et donc va pouvoir intervenir avant même que le diagnostic soit posé. C'est un maillage territorial, les agences régionales de santé sont totalement mobilisées pour ça, les textes réglementaires sont en train de sortir, donc nous sommes vraiment en capacité. La délégation interministérielle pilotée par Claire Compagnon est totalement une équipe mobilisée, et je tiens à remercier les administrations qui aussi se mobilisent pour que ça soit vraiment opérationnel le plus vite possible. Nous pourrons y revenir à travers vos questions. Et bien sûr, simplifier, toujours simplifier, donc ne pas rajouter du handicap aux personnes en situation de handicap. Donc des chantiers qui ont été lancés, et je tiens à faire un focus donc, sur la conférence nationale du handicap que nous avons lancée. L'objectif de cette conférence, c'est de montrer que cette société inclusive est déjà en marche, c'est-à-dire qu'elle est déjà portée par les territoires, que les régions s'en sont emparées, les territoires au plus proches, et c'est de mettre en exergue ces bonnes pratiques avec des visites communes avec les différents ministres sur leur champ de compétences pour montrer à voir. Donc une vraie mobilisation des régions et des associations, mais aussi 5 grands chantiers qui sont ouverts, qui répondent vraiment à des besoins exprimés par les personnes. Nous allons vraiment réinterroger la prestation de compensation du handicap, chantier qui est piloté par un vice-président d'un département, la Mayenne, je ne me trompe pas, ou c'est Maine-et-Loire ?
une vice-présidente de la Mayenne, parce que nous construisions justement notre politique avec les départements. Nous avons aussi revoir la gouvernance des maisons départementales des personnes handicapées, car depuis la loi de 2005, il y a eu des évolutions, non seulement dans les besoins des personnes, dans leurs attentes, mais aussi avec la modernisation actuelle. Il nous faut vraiment voir avec les maisons départementales des personnes handicapées comment elles se positionnent comme assembleurs de solutions. Donc ça, c'est très important. Simplifier le dispositif d'allocation pour les enfants, revisiter les deux prestations, allocation d'enfants pour handicapés, mais aussi la PCH enfant, qui n'est pas satisfaisante pour les familles aujourd'hui. Et puis enfin, aussi réfléchir à stopper les départs en Belgique, notamment pour les adultes, puisqu'aujourd'hui ce n'est pas encore sous contrôle. Et puis, bien sûr, la représentation et la légitimité de la représentation des personnes handicapées dans la construction des politiques publiques. Et j'ai donc missionné un de vos collègues, Thierry Michel, en binôme avec une personne handicapée, Karine Radian, pour justement interroger cette mission de représentation et notamment le rôle du Conseil national consultatif des personnes handicapées dans la construction dans la construction des politiques publiques. C'est bien sûr à l'ordre du jour, cet besoin d'avoir une instance représentative. C'est bien pour ça que dans le grand débat, j'ai sollicité les associations de personnes en situation de handicap pour porter la parole des personnes, pour qu'elles puissent s'exprimer. Nous avons fait attention justement à ce que la plateforme du grand débat soit accessible pour tous les types de handicap, mais aussi pour que la représentation et la participation des personnes en situation de handicap soient pleine et entière dans les grands débats. Donc là, je vous invite vraiment à être attentif à ce que les personnes puissent participer dans les débats si vous-même vous y êtes partie prenante. Et je mobilise les associations pour qu'elles soient en appui justement des personnes pour accompagner l'expression de leur parole. Je pense que c'est très important. L'impact citoyen de notre politique doit être exprimé, doit être justement connu, reconnu et doit pouvoir remonter de façon totalement ascendante auprès des différentes instances qui organisent les débats. Et puis finir peut-être sur une touche européenne. Le 14 mars, avec Nathalie Loiseau, nous organisons une réunion des ministres européens en charge des personnes handicapées pour porter justement cette ambition de faire une Europe qui fait la place à tous, en partant des droits sociaux des personnes handicapées, mais aussi des bonnes pratiques, notamment le DOD au niveau européen qui aura lieu le 16 mai cette année. Et je vous invite tous à y participer parce que je pense que c'est vraiment un bon moment. Et la représentation nationale avait extrêmement joué le jeu l'année dernière, donc je compte sur vous aussi pour réactualiser vraiment cette édition le 16 mai, mais aussi porter ensemble une Europe qui s'intéresse notamment à cette problématique de l'autisme. À travers la recherche sur les causes de l'autisme, nous devons plus fort, nous irons beaucoup plus vite sur ces recherches-là. Voilà, donc vous dire que, comme vous le voyez, la feuille de route est riche, elle s'enrichit, elle est en même temps une réponse de court terme sur le quotidien des personnes, mais de long terme sur cette transformation de notre société et cet impact sur la vie des personnes, mais aussi sur la vie des personnes qui ne sont pas handicapées pour qu'elles fassent toute leur place aux personnes et que ce vivre ensemble et cette société inclusive se construisent de façon concrète. Voilà, Madame la Présidente. Merci Madame la Ministre. Nous allons passer aux interventions des parlementaires avec tout d'abord les référents. Voilà, donc Madame Fontaine de Mazelles pour le groupe République En Marche et ensuite Monsieur Bernard Perru pour 5 minutes. Madame la Présidente. Madame la Ministre, c'est toujours avec grand plaisir de partager ces moments de travail avec vous. Comme vous le savez, notre commission est particulièrement attentive et engagée pour créer les conditions pour une société véritablement inclusive. Cet objectif apparaît comme une constante dans l'ensemble de nos travaux, mais également dans ceux des autres commissions, qu'il s'agisse d'insertion professionnelle, d'éducation, de culture, de sport, de logement, de mobilité ou encore d'accès aux droits. Cette transversalité est la force de votre secrétariat d'État, directement rattaché au Premier ministre. Même si de nombreux chantiers sont ouverts, terminés pour certains, il n'en reste pas moins que la place des personnes en situation de handicap dans la société n'est pas pleinement reconnue. À cela s'ajoute une réelle difficulté de communication et de mise en place des décisions que nous votons. C'est d'ailleurs à ce titre que nous avons échangé la semaine dernière lors des questions au gouvernement sur l'efficience des politiques publiques telles que les mesures de simplification en faveur des personnes handicapées.
Cette avancée significative, je le rappelle, est issue des engagements du comité interministériel du handicap et tout particulièrement du rapport de notre collègue Adrienne Taquet et du CESE avec Jean-François Serre. Puisque je parle d'efficience des politiques publiques, nous attendons beaucoup de la Conférence nationale du handicap, lancée en décembre 2018 et s'achèvera en mai 2019. Celle-ci a ouvert plusieurs chantiers et vous l'avez rappelé. Rénover la prestation des compensations du handicap ainsi que de ses conditions d'octroi. Disposer de solutions d'accompagnement en France pour éviter aux familles d'aller à l'étranger pour soigner leurs enfants. Cela représente une nouvelle source de rupture dans des parcours de vie parfois mouvementés. Sur ce point, je tiens également à préciser que la Belgique n'est pas le seul pays de destination. Revoir le pilotage et fonctionnement des MDPH. Améliorer la prise en charge des besoins des enfants en situation de handicap. Et enfin, assurer une meilleure représentation des personnes en situation de handicap dans les politiques publiques. Cette conférence aborde également un élément qui m'apparaît être l'une des clés de la réussite de l'inclusion. Je veux parler ici de l'innovation et le fameux territoire 100% inclusif. Nous devons encourager et assurer la diffusion de pratiques innovantes sur le territoire. Ce n'est pas une chose facile, car sur le terrain, on constate que notre pays et notre système médical a encore du mal à accepter des solutions alternatives que trouvent certaines familles pour leurs enfants, notamment pour les polyhandicapés. Pour assurer l'inclusion, il nous faut également assurer un changement de regard dès le plus jeune âge. L'institution le mieux placée pour changer les mœurs, développer des habitudes et briser des clichés, c'est bien évidemment l'école. En effet, et comme le souligne le Conseil national d'évaluation du système scolaire, l'utilisation des projets innovants permettra aux enfants de découvrir les différents types de handicap et ses conséquences afin de sensibiliser l'ensemble des élèves à l'accueil d'un camarade en situation de handicap. Là encore, nous attendons avec impatience des résultats de la concertation Ensemble pour une école inclusive. Je terminerai mes propos en mentionnant la belle avancée de la stratégie nationale pour l'autisme 2018-2022. Le décèlement précoce des divers troubles de neurodéveloppement est fondamental. Les enfants pourront désormais bénéficier plus rapidement d'un accompagnement individualisé, d'un parcours coordonné et des interventions adaptées. Cette avancée sur le papier ne doit cependant pas masquer le fait qu'il reste plusieurs interrogations à savoir. Quel sera le contenu du contrat type entre les diverses structures médicales et les psychologues et qui le rédigera? Quel dispositif d'évaluation dans la pratique de l'application de ce contrat et des objectifs visés? Madame la ministre, nous nous sommes fixés des objectifs ambitieux et nous mettrons toute notre énergie pour les atteindre. Merci. Merci. Monsieur Bernard Perru. Madame la Présidente, Madame la Ministre, cette audition début d'année nous permet de dresser aujourd'hui le bilan de l'année, marqué par un certain nombre d'avancées que vous nous avez présentées. La situation n'est pas forcément aussi satisfaisante qu'on pourrait le penser. Certaines associations nous font part de leurs attentes, voire de leurs regrets. D'abord sur l'adoption de la loi Elan, avec un texte qui abaisse à 20% la part des logements devant être entièrement accessibles aux personnes en fauteuil roulant dans les immeubles neufs. Et le Premier ministre s'était engagé à rendre obligatoire les ascenseurs dans les immeubles neufs d'au moins 3 étages, mais le projet de décret ne respectant pas cette promesse, et tout cela constitue un recul sur l'accessibilité. De nouvelles négociations, semble-t-il, ont lieu avec le ministère du Logement. Et pouvez-vous nous préciser ici les autres pistes de travail dans le cadre de la politique interministérielle du handicap pour l'accessibilité? Concernant le montant de l'AAH, je veux saluer bien sûr, Madame la Ministre, son augmentation avec 50 € supplémentaires. Cette amélioration des ressources va se poursuivre normalement avec une revalorisation qui portera l'AAH à 900 € en novembre 2019. Un bond en avant, c'est vrai, mais tous les titulaires de l'AAH ne vont pas pourtant en bénéficier. Le gouvernement décidant de geler le plafond de ressources y ouvrant droit pour les 250 000 personnes en couple et plusieurs dizaines de milliers d'entre elles ne vont donc pas bénéficier au mieux que d'une revalorisation, disons-le, partielle. De plus, le complément de ressources, 179 € venant s'ajouter à l'AAH, va être supprimé. Enfin, en 2019 et 2020, la traditionnelle hausse de l'AAH en avril ne sera pas indexée sur
sur l'inflation. Elle sera limitée à 0,3%, alors que les prix, bien sûr, on le sait, progressent de l'ordre de 1,9%, voire 2% sur les 12 derniers mois. Pour les pensions d'invalidité, celles-ci n'augmenteront que de 0,3% en 2019 et 2020, moins que l'inflation, et si on peut parler d'une forme quand même d'austérité, d'autant moins comprise que les pensionnés exerçant une activité professionnelle ont perdu en juin le bénéfice de la prime d'activité réservée aux salariés modestes. Le gouvernement a finalement accepté, de faire marche arrière, uniquement pour ceux qui l'avaient déjà perçu, et ceux qui commencent ou recommencent à travailler ne peuvent pas y prétendre. Une forme d'injustice d'autant plus grande que suite au mouvement des Gilets jaunes, le gouvernement a annoncé l'augmentation de cette prime. Par contre, les pensionnés d'invalidité vont bénéficier, bien évidemment, d'une mesure instaurée dans l'urgence au mois de décembre, la baisse de la CSG, sur les pensions modestes, sous réserve que le revenu fiscal de référence soit inférieur au plafond. Heureusement, 2018 aura été marqué par certaines avancées, Madame la Ministre, comme l'annonce de l'instauration du droit de vote, que vous avez évoqué, sans condition pour les majeurs sous tutelle, la mise en place programmée de droits à vie pour la hache, la CTP, la CMI invalidité et l'RQTH, et encore l'extension de la CMU complémentaire aux allocataires de la hache, sauf exception, ou bien encore la mobilisation sur le front de l'emploi. Je veux effectivement souligner les avancées de ce pan de la politique sociale, même si elles sont loin toujours de faire l'unanimité parmi les citoyens handicapés qui aspiraient tant de l'engagement du président de faire du handicap une priorité du quinquennat. Sans doute allez-vous y parvenir. Vous avez bien évidemment encore du temps donc devant vous. S'agissant des mesures contre le chômage, le nombre de demandeurs d'emploi handicapés continue de battre des records. Il atteint 513 000 en juillet 2018. Pour y faire face, le gouvernement a lancé plusieurs chantiers, dont celui de la réforme de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et l'augmentation des moyens consacrés aux entreprises adaptées afin de multiplier par 2 le nombre de salariés. Pouvez-vous aujourd'hui nous décrire la mise en œuvre de ces mesures qu'il faut rendre, et c'est votre volonté, plus lisible et donc moins complexe? Comment réduire l'écart entre le taux de chômage des personnes handicapées et des personnes valides? Et puis après l'adoption de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la réforme de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés se poursuit dans le cadre de la rédaction des décrets d'application de la loi qui définiront les modalités d'application de cette obligation d'emploi révisée. Et Madame la Ministre, là aussi, je voudrais que vous puissiez nous faire part un peu de ces évolutions et justement de ces impacts, notamment avec la problématique des contrats de sous-traitance. Je voudrais évoquer aussi l'école. Le président de la République a interpellé sur ces sujets lors du grand débat, plaide notamment pour l'insertion, bien sûr, dans l'école. Le projet de loi pour une école de confiance qui sera examiné prochainement